Le gala de charité Starlight n'était pas seulement un événement. C'était tout un univers de pouvoir, de richesse et d'ambition condensés dans une seule salle de bal scintillante. Au centre se trouvait Arthur Parker, un homme dont la fortune pouvait changer le destin des nations. Mais en l'espace d'un battement de cœur, tout ce pouvoir n'avait plus aucune importance. Alors que le champagne coulait à flot et que des contrats d'1 milliard de dollars étaient négociés à voix basse, l'impensable se produisit. Un murmure parcourut la foule lorsque le titan de l'industrie s'effondra. Les flashs crépitèrent. Les agents de sécurité se précipitèrent. Mais tout le monde était figé. Tout le monde, sauf une personne. Personne ne remarqua une serveuse nommée Isabelle. Ce qu'elle fit ensuite ne sauva pas seulement une vie. Cela brisa une dynastie et révéla un secret enfoui depuis 25 ans. L'air de la grande salle de bal du Waldorf Astoria était chargé de l'odeur de l'argent, d'un parfum enivrant d'orchidées rares, d'eau de cologne coûteuse et d'une subtile odeur métallique d'ambition. Les lustres, ornés de milliers de cristaux, projetaient une lueur fragmentée et onirique sur le panthéon réuni de l'élite new-yorkaise. C'était le gala annuel de charité Starlight, une soirée où les personnes les plus puissantes de la ville se réunissaient pour afficher publiquement leur générosité, tout en concluant en privé les accords qui permettaient à leurs empires de continuer à tourner. Au centre de cet univers gravitationnel se trouvait Arthur Parker. À 64 ans, il avait le profil acéré et prédateur d'un aigle, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver qui ne manquait rien. Son entreprise, Parker Innovations, était un géant dont les tentacules s'étendaient sur tous les domaines, de la logistique mondiale aux biotechnologies de pointe. Il se déplaçait dans la foule avec une économie de mouvement qui trahissait une confiance absolue. Un signe de tête ici, une poignée de main ferme là. Chaque geste était une transaction, une réaffirmation de sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Pourtant, derrière cette façade redoutable, une profonde lassitude s'était installée dans ses os. Les sourires qu'il recevait étaient le reflet de son bilan financier. Les rires étaient à la hauteur du cours de ses actions. C'était un mélange hétéroclite, et il en était l'occupant le plus précieux et le plus isolé. Son regard passa devant les mondains affamés et se posa sur son ennemi juré, Donovan Reed. Reed avait 30 ans de moins que lui. C'était un nouveau venu de la Silicon Valley qui avait fait fortune dans les technologies disruptives et se comportait avec l'arrogance suffisante d'un homme qui croyait inventer l'avenir. Arthur, vieux dinosaure, dit Reed d'une voix douce et condescendante en l'interceptant près de la vente aux enchères silencieuses. Je suis content de voir qu'il te laisse encore sortir après le coucher du soleil. J'admirais justement l'offre faite par Parker Innovation pour l'aile de l'hôpital réservée aux enfants. Un peu conservatrice, tu ne trouves pas? Le sourire d'Arthur était fin et froid. La générosité n'est pas une compétition, Donovan. C'est une responsabilité, un concept que ta génération semble avoir remplacé par la synergie de marque. L'insulte voilée fit mouche. Le sourire de Reed se crispa. Les temps changent, Arthur. Il faut s'adapter ou devenir un fossile. Mon entreprise vient d'obtenir le brevet sur la technologie d'interface neuronale que votre département R&D poursuit depuis 5 ans. L'avenir n'attend pas la responsabilité. La pique était plus acérée qu'Arthur ne l'avait prévu. Un coup direct à sa fierté professionnelle. Une sensation familière de tension envahit sa poitrine. Une douleur sourde qu'il avait pris l'habitude d'ignorer. Son médecin personnel, le Dr. Matthews, l'avait mis en garde contre le stress. Votre cœur est une machine de précision, Arthur, lui avait-il dit. Mais il tourne à plein régime depuis 40 ans. Même les légendes ont besoin de repos. Le repos était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il se détourna de Reed, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. La sensation d'oppression se propageait comme une pression froide qui irradiait dans son bras gauche. Il l'a mis sur le compte d'une indigestion, conséquence d'avoir sauté le déjeuner pour une réunion trimestrielle brutale. Pendant ce temps, Isabelle Rossi se faufilait à travers le labyrinthe de tables avec un plateau de coupes de champagne. Pour les invités, elle était invisible, un élément fonctionnel du décor dans son uniforme noir et blanc impeccable. Mais pour Izzy, cette pièce était à 1000 lieues de sa réalité. À 26 ans, sa vie se résumait à un appartement exigu dans le Queens, une montagne de dettes et l'odeur écœurante et omniprésente de l'antiseptique provenant de l'hospice où sa mère Sophia s'éteignait lentement. Izzy était censée être en 3e année de médecine. Elle était première de sa classe, douée pour le diagnostic et apaisante avec ses patients.
Mais la sclérose en plaques de sa mère avait pris une tournure dévastatrice. Un traitement expérimental prometteur, dans lequel elle avait placé tous ses espoirs et toutes ses économies, s'était révélé désastreux, accélérant la progression de la maladie. L'école était devenue un luxe impossible. Son travail de serveuse lors d'événements haut de gamme comme celui-ci lui permettait à peine de payer ses factures. Son esprit était divisé en deux. Une moitié se concentrait sur la tâche immédiate, remplir les verres, éviter les collisions, passer inaperçu. L'autre moitié était occupée à commenter en continu ses observations médicales. Elle voyait les sourires forcés et remarquait les pupilles dilatées d'un invité qui avait trop bu. Elle remarquait le léger tremblement de la main d'une femme âgée, signe possible d'un début de maladie de Parkinson. Elle voyait le visage rouge et la sueur perlant sur le front de Donovan Reed, probablement dû à un mélange d'arrogance et d'alcool. Et puis elle vit Arthur Parker. Il se tenait seul, dos à la foule, une main agrippant la corde de velours d'un poteau. Elle remarqua d'abord son teint. Sous les lumières chaudes de la salle de bal, sa peau était cendrée, presque grise. Elle vit la tension subtile dans sa mâchoire, la façon dont ses jointures étaient blanches, là où il agrippait de la corde. Alors que tout le monde voyait un titan dans un moment de repos, Easy voyait un ensemble de symptômes dignes d'un manuel. Diaphorèse, une grimace de douleur possible, masquée par un froncement de sourcils. La façon dont il s'appuyait subtilement sur le poteau, sa formation enfouie mais pas oubliée, lui criait dessus. Infarctus aigu du myocarde, angine de poitrine. Elle hésita. Que pouvait-elle faire? Elle était serveuse dans un traiteur. Approcher un homme comme Arthur Parker lui vaudrait d'être renvoyée sur le champ. Sa responsable, une femme sévère nommée Francine, avait été claire. Vous êtes des fantômes. Vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Vous ne dites rien. Vous ne faites que servir. Mais l'image de sa mère, frêle et impuissante dans son lit d'hôpital, lui vint à l'esprit. Elle avait été incapable d'arrêter la maladie qui la ravageait. Elle ne pouvait pas rester là, impuissante, une fois de plus. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, elle posa son plateau sur un support à proximité et commença à s'approcher de lui. Une petite silhouette déterminée se frayant un chemin à travers une mer de puissance inconsciente. Chaque instant, chaque fibre de son être lui disait que quelque chose allait terriblement, horriblement mal tourner. Le monde d'Arthur Parker se réduisait à un point. La cacophonie vibrante du gala, la musique, les rires, le tintement des verres s'estompait en un rugissement sourd et lointain, comme le bruit de l'océan entendu à travers un coquillage. La pression dans sa poitrine n'était plus une douleur sourde. C'était un poids écrasant, un étau invisible qui lui coupait le souffle. Son smoking méticuleusement taillé lui donnait soudain l'impression d'être une camisole de force. La douleur n'était plus seulement dans sa poitrine. C'était un feu brûlant qui descendait le long de son bras jusqu'à sa mâchoire. Il essaya de respirer, mais ses poumons ne voulaient pas coopérer. Des taches noires dansaient devant ses yeux, éclipsant les lustres scintillants. Il vit Donovan Reed de l'autre côté de la pièce, en train de rire, et cette vision le remplit d'une rage soudaine et impuissante. Il ne mourrait pas ici. Pas devant lui, pas devant eux tous. Il essaya de se redresser pour reprendre le contrôle, mais son corps le trahit. Ses jambes se dérobèrent et la corde de velours glissa de ses mains. Le bruit qui suivit n'était pas le bruit sourd et digne d'un homme s'évanouissant. C'était un bruit final écœurant. Arthur Parker, le Titan indestructible, heurta le sol en marbre poli de tout le poids de son corps inconscient. Une table voisine fut bousculée et une flûte en cristal de champagne se brisa, le bruit résonnant dans la pièce comme un coup de feu. Pendant 3 longues secondes, la salle resta suspendue dans l'incrédulité. Puis le chaos éclata. Un murmure collectif parcourut la salle de bal. Les gens se précipitèrent en une vague morbide et curieuse de soie et de diamants. Les téléphones furent immédiatement brandis, leurs écrans brillants comme des yeux malveillants, capturant la chute d'un roi. « Que quelqu'un fasse quelque chose !» hurla une femme. « Appelez le 911 !» cria une autre voix, mais personne ne semblait bouger pour le faire. Donovan Reed était figé, son expression suffisante remplacée par un masque de choc pâle. Les agents de sécurité, des hommes imposants formés pour gérer les menaces extérieures, se frayèrent un chemin à travers la foule. Mais ils n'étaient absolument pas préparés à une urgence médicale de cette ampleur.
Ils formèrent un cercle protecteur mais inutile autour de leur client effondré. Donnez-lui de l'air. Respire-t-il? Les questions étaient frénétiques, inutiles. Le cercle des spectateurs était un mur de panique et de fascination morbide. Mais Isabelle Rossi ne regardait pas. Elle agissait. Au moment où Arthur s'est effondré, son hésitation s'est évaporée, remplacée par une concentration froide et claire. La salle de bal, les invités, son travail. Tout cela a disparu. Il n'y avait plus que l'homme allongé sur le sol et le tic-tac de l'horloge. Écartez-vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, a-t-elle crié, sa voix tranchant la panique avec une autorité qui l'a elle-même surprise. La foule, surprise par cette jeune fille sans expérience qui osait leur donner des ordres, s'écarta instinctivement. Elle se mit à genoux à côté d'Arthur, le tissu coûteux de son uniforme frottant contre le marbre dur. Les années d'études, les nuits passées à potasser des manuels médicaux, les heures passées dans les laboratoires de simulation, tout lui revint en mémoire. Ses doigts se posèrent directement sur son artère corrompue. Elle retint son souffle, comptant 1, 2, 3. Rien, pas de pouls. Son regard se posa sur sa poitrine. Elle ne bougeait pas. Arrêt cardiaque. Il ne respire plus. Son cœur s'est arrêté, annonça-t-elle d'une voix calme et forte. J'ai besoin d'un DAE. Y a-t-il un défibrillateur automatique externe dans cette salle? Elle leva les yeux vers les agents de sécurité stupéfaits. C'est une boîte rouge ou blanche accrochée au mur. Elle devrait être signalée. Trouvez-la immédiatement. L'un des agents, un homme costaud nommé Dave, sortit de sa torpeur et se mit à aboyer dans sa radio. L'autre regarda Izzy perplexe. « Qui êtes-vous? Cela n'a pas d'importance pour l'instant. » Elle répliqua, les mains déjà posées sur la poitrine d'Arthur. Elle déchira sa chemise blanche amidonnée, dont les boutons volèrent à travers la pièce. Elle entrelaça ses doigts, plaça la paume de sa main sur son sternum et commença les compressions. 1, 2, 3, 4. Elle comptait à voix haute, sa voix résonnant comme un métronome dans le silence chaotique qui s'était abattu sur la pièce. Le rythme était parfait, la profondeur exacte. C'était un travail physique de brutal. Ses bras, entraînés à porter de lourds plateaux, étaient forts, mais la force requise était immense. Elle pouvait sentir le léger et écœurant fléchissement de ses côtes, un mal nécessaire pour lequel elle avait été formée. La foule observait, fascinée et stupéfaite. Cette serveuse, cette inconnue, martelait la poitrine de l'un des hommes les plus puissants du monde, le visage figé dans une intense concentration, le front perlé de sueur. Donovan Reed avait sur le visage un mélange d'horreur et d'autres choses, une lueur de calcul professionnel. Un événement comme celui-ci ferait chuter le cours de l'action Parker. Tiens, le garde. Dave s'arrêta brusquement à côté d'elle et lui tendit la boîte rouge du défibrillateur. Izzy ne perdit pas une seconde. Elle ouvrit la boîte et en sortit les électrodes. Ses mouvements étaient rapides et efficaces. Elle suivit le schéma, plaçant une électrode sur la partie supérieure droite de sa poitrine et l'autre sur la partie inférieure gauche. « Reculez tous », ordonna-t-elle. La voix automatisée de la machine se mit à parler d'une voix froide et robotique, analysant le rythme cardiaque. « Ne touchez pas le patient. » Les secondes s'étirèrent en une éternité. Toute la salle retint son souffle. Le regard d'Izzy était rivé sur le visage immobile d'Arthur. Pendant un bref instant, elle ne vit pas un milliardaire, mais un être humain fragile dont la vie ne tenait qu'à un fil. Elle vit les rides de stress gravées autour de ses yeux, la vulnérabilité qu'il cachait si soigneusement au monde. Choc conseillé, charge, éloignez-vous. Un sifflement aigu emplit de l'air. « Dégagez !» cria Izzy, les mains suspendues à quelques centimètres au-dessus de son corps. La machine délivra le choc. Le corps d'Arthur se cambra violemment, une seule convulsion avant de retomber inerte. Les doigts d'Izzy se posèrent immédiatement sur son cou. Toujours rien. Pas de pouls. Reprenant les compressions, elle déclara d'une voix tendue par l'effort. Elle recommença à pomper de manière rythmée, son propre cœur martelant ses côtes, ses muscles hurlant de douleur. Le monde s'était réduit à cette seule tâche désespérée. L'homme allongé sur le sol, le marbre froid sous ses genoux, les battements frénétiques qu'elle essayait de forcer à revenir dans son cœur silencieux. Ou bien elle ne le laisserait pas mourir. Alors qu'elle s'apprêtait à recommencer un nouveau cycle, elle entendit le bruit des sirènes qui se rapprochaient à l'extérieur. Les ambulanciers arrivaient, mais elle savait que pour Arthur Parker, ces minutes
Celles pour lesquelles elle se battait étaient les seules qui comptaient. L'arrivée des ambulanciers fut un tourbillon d'efficacité professionnelle. Ils envahirent les lieux, leurs mouvements précis et expérimentés contrastant fortement avec la paralysie stupéfaite des invités du gala. Izzy, épuisée et tremblante d'adrénaline, abandonna sa position et fit un rapport clinique conscient. Homme d'une soixantaine d'années, effondrement observé, pas de pouls, pas de respiration lors de l'examen initial, un choc délivré par un défibrillateur automatique externe, aucun changement. Environ 6 minutes de RCP continue. L'ambulancière en chef, une femme aux yeux fatigués et à l'attitude pragmatique, adressa à Izzy un rapide signe de tête en signe de reconnaissance. Bon travail. Vous venez peut-être de lui sauver la vie. Alors qu'il chargeait Arthur sur un brancard, son visage était désormais recouvert d'un masque à oxygène. La bulle de concentration clinique qui avait protégé Izzy éclata enfin. Le bruit de la salle de bal revint en un murmure frénétique, accompagné du cliquetis insistant des appareils photo. Elle prit soudain conscience de son apparence débraillée, ses cheveux collés à son front en sueur, son uniforme taché et une petite trace de sang d'Arthur sur sa joue, provenant d'un bouton qui l'avait égratigné. Sa responsable, Francine, fondit sur elle comme un faucon. Qu'est-ce qui t'a pris? Siffla-t-elle, le visage crispé de rage. Tu as agressé un client. Tu as ruiné un smoking à 10 000 $. Tu es viré, Rosie. Prends tes affaires et pars. Je lui ai sauvé la vie, dit Izzy d'une voix à peine audible. L'injustice de ces mots lui causa un nouveau choc. Avant qu'elle n'ait pu protester davantage, elle fut submergée par une nuée de journalistes qui avaient contourné la sécurité dans le chaos. Des micros lui furent fourrés sous le nez. Comment vous appelez-vous? Connaissiez-vous Monsieur Parker? Êtes-vous infirmière? Les questions étaient un assaut vertigineux. Paniquée, Izzy se fraya un chemin à travers la foule en marmonnant « Je dois y aller » et s'enfuit par un couloir de service, le cœur battant à toute rompre contre ses côtes. Elle ne s'arrêta qu'une fois dehors, dans l'air frais de la nuit, le sifflement de l'ambulance s'estompant au loin. Licenciée. Elle avait été licenciée pour avoir sauvé la vie d'un homme. L'absurdité de la situation était presque risible. Les 24 heures qui suivirent furent un cauchemar surréaliste. Son visage était partout. Des vidéos granuleuses prises avec des téléphones portables, la montrant en train de pratiquer un massage cardiaque, étaient diffusées sur toutes les chaînes d'information et tous les réseaux sociaux. On la surnommait l'ange du gala. Les médias, incapables de la trouver, campaient en devant son petit immeuble, transformant sa vie en spectacle. Elle restait à l'intérieur, les stores baissés, son téléphone éteint, se sentant comme une fugitive. Le deuxième jour, on frappa à sa porte avec insistance. Jetant un œil par le Judas, elle vit un homme vêtu d'un costume classique impeccablement taillé. Il ressemblait plus à un directeur de pompe funèbre qu'à un journaliste. Prudemment, elle a entrouvert la porte. « Mademoiselle Isabelle Rossi ?» a-t-il demandé. Sa voix était calme et posée. « Je m'appelle Benjamin Carter. Je suis l'avocate personnelle et l'ami de M. Parker. Puis-je vous parler un instant? » À contre-cœur, elle l'a laissé entrer. Son petit appartement, avec ses meubles d'occasion et ses piles de manuels médicaux, lui semblait étouffant en présence de son autorité discrète et coûteuse. « Monsieur Parker est vivant, mademoiselle Rossi. » Benjamin commença par prendre un air grave. Il est en soins intensifs à l'hôpital Lenox Hill, mais les médecins sont catégoriques. Sans votre intervention immédiate et experte, il n'aurait pas survécu. Les lésions cérébrales auraient été irréversibles en 4 à 5 minutes. Vous lui avez donné ce temps. Une vague de soulagement si profonde qu'elle en eut le vertige submergea Izzy. « Je suis tellement heureuse d'entendre cela, Arthur. Monsieur Parker n'a pas de famille proche et ce n'est pas un homme qui accepte facilement les dettes. Il m'a demandé depuis son lit d'hôpital de vous exprimer sa gratitude. Il m'a autorisé à vous offrir un gage de sa reconnaissance. » Benjamin glissa un élégant dossier en cuir sur sa table basse. Izzy le fixa, le cœur serré. Elle savait de quoi il s'agissait. De l'argent pour acheter son silence, une récompense pour faire disparaître l'histoire, pour régler proprement les détails de son expérience publique de mort imminente. Il est prêt à rembourser l'intégralité de vos prêts étudiants, poursuivit Benjamin d'une voix neutre, et ici de créer un fonds fiduciaire à votre nom. Le capital initial est de 2 millions de dollars. Izzy fixa l'homme sans voix. 2 millions de dollars.
Ce chiffre était abstrait, dénué de sens. C'était une somme qui pouvait résoudre tous les problèmes de sa vie. Elle pouvait payer 10 fois les soins palliatifs de sa mère. Elle pouvait lui permettre de reprendre ses études de médecine sans aucun souci. Elle pouvait lui offrir une vie qu'elle n'osait même pas imaginer. Mais en regardant le dossier, un sentiment froid et écœurant commença à lui nouer l'estomac. C'était le nom de la société d'Arthur qui avait déclenché cette réaction. Parker Innovations. Au cours de l'année écoulée, elle s'était obsédée sur chaque information concernant l'essai clinique auquel sa mère avait participé. C'était un dernier recours, un nouvel agent biologique conçu pour stopper la progression de la sclérose en plaques. Mais pour un petit groupe tragique de patients, dont sa mère, il avait provoqué une réponse auto-immune catastrophique. Elle connaissait le nom de la petite entreprise de biotechnologie agile qu'il avait développée, Vitamir Labs. Et elle savait, grâce à une note de bas de page dans un rapport financier dévastateur qu'elle avait lu tard dans la nuit, que Vitamir Labs avait été discrètement racheté il y a 2 ans, que ses recherches et ses dettes avaient été absorbées, et qu'elle appartenait désormais à une entité beaucoup plus grande. Elle regarda Benjamin Carter droit dans les yeux, la voix légèrement tremblante. Parker Innovations, dit-elle, le nom lui laissant un goût de cendre dans la bouche. Avait-il racheté une société appelée Vitamir Labs il y a environ 2 ans? Le masque professionnel de Benjamin vacilla. Une pointe de surprise ou peut-être de reconnaissance traversa son visage. C'était un avocat. Il savait dissimuler ses pensées, mais pendant une fraction de seconde, il fut transparent. Oui, admit-il d'une voix prudente. Il s'agissait d'une acquisition mineure dans le cadre de l'expansion de notre portefeuille biotechnologique. Izzy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'homme qu'elle avait sauvé, l'homme qui lui offrait maintenant une fortune, une nouvelle vie. Il était le propriétaire de l'entreprise, l'entité même dont le médicament défectueux avait détruit ce qui restait de la santé de sa mère. L'argent posé sur la table n'était pas une récompense. C'était de l'argent sale. Une cruelle plaisanterie cosmique livrée dans un dossier en cuir. Elle repoussa le dossier de l'autre côté de la table. Non, dit-elle, la voix tremblante, mêlée de chagrin et de rage. Je ne peux pas accepter cela. Benjamin Carter la regarda, sincèrement perplexe pour la première fois. Il s'était attendu à des larmes de gratitude, à une acceptation extatique. Il ne s'était pas attendu à cela. Mademoiselle Rosie, je ne pense pas que vous compreniez. Oh, je comprends parfaitement, l'interrompit-elle en se levant, son petit corps rayonnant d'une énergie soudaine et féroce. Vous pouvez dire à M. Parker que son argent n'est pas le bienvenu ici. Dites-lui que je n'accepte pas d'argent de l'homme qui a ruiné la vie de ma mère. L'odeur stérile de l'hospice était celle de la vie d'Izzy. Elle s'accrochait à ses vêtements, à ses cheveux, à sa mémoire. Après une nuit blanche passée à ruminer la révélation concernant Parker Innovations, elle se retrouva au chevet de sa mère, l'offre de plusieurs millions de dollars lui donnant l'impression d'être un membre fantôme, une extension de sa vie à la fois présente et absente, source d'une douleur constante. Sophia Rossi n'était plus que l'ombre de la femme dynamique qui avait élevé Izzy seule. Une femme qui aimait danser et remplissait leur petit appartement de l'arôme de l'ail et du basilic. Aujourd'hui, elle était frêle, son corps recroquevillé sous la fine couverture blanche, sa respiration un murmure rythmique et superficiel. La sclérose en plaques lui avait volé sa mobilité il y a des années, mais l'essai clinique raté de Vitamir Labs lui avait volé son esprit, la laissant dériver dans un brouillard de confusion avec seulement de brefs moments de lucidité. Izzy tenait la main froide et fine comme du papier de sa mère. « Bonjour, maman », murmura-t-elle d'une voix étranglée par les larmes. « C'est moi, c'est Izzy. » Les yeux de Sophia, d'un bleu pâle et trouble, s'ouvrirent brièvement. Pendant un instant, une étincelle de reconnaissance apparut et un léger sourire illumina ses lèvres. « Ma Isabella, ma petite docteure. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Izzy. « Pas encore, maman, mais bientôt. » C'était un mensonge qu'elle se racontait autant qu'à sa mère. « Il y avait un homme, » murmura Sophia, la voix lointaine, ses pensées dérivant comme elle. Il sentait la mer et le cuir d'autrefois. Izzy lui serra la main, essayant de la ramener à la réalité. C'était un nouveau fragment de mémoire, quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Mais aussi vite qu'il était apparu, le moment de lucidité disparut. Le regard de Sophia se perdit dans le vague et elle replongea dans le monde calme et inaccessible où elle vivait désormais.
Izzy resta assise là pendant des heures, déchirée par un conflit intérieur, les 2 millions de dollars. C'était une somme d'argent obscène, mais c'était aussi la clé. Cela signifiait les meilleurs soins pour sa mère, une chambre privée, des spécialistes disponibles 24 heures sur 24 qui pourraient lui apporter un peu de réconfort, une petite amélioration. Cela signifiait un avenir pour elle-même, un retour sur la voie qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Elle pourrait devenir médecin et consacrer sa vie à empêcher que ce qui était arrivé à sa mère n'arrive à quelqu'un d'autre. Mais à quel prix? Accepter cet argent lui semblait être une trahison. C'était comme absoudre Arthur Parker des péchés de son entreprise, comme mettre un prix sur la souffrance de sa mère. C'était un pacte avec le diable et chaque choix menait à une damnation différente. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans une chambre d'hôpital blanche et stérile, les rouages de l'Empire Parker tournaient à plein régime. Arthur était réveillé, relié à un réseau de moniteurs et de perfusion. Son expérience de mort imminente l'avait dépouillé de son armure habituelle, le laissant plus vieux, plus vulnérable. À côté de son lit se tenait non pas un parent inquiet, mais son neveu à l'esprit vif, Carter Parker. Carter était vice-président de Parker Innovations, un poste qu'il avait obtenu davantage grâce à sa lignée qu'à son mérite. Il avait l'ambition de son oncle, mais aucune de sa vision ni de sa détermination. Il considérait la mort soudaine d'Arthur non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité. Le conseil d'administration est inquiet. Oncle Arthur Carter dit d'une voix teintée d'une sympathie artificielle. L'action a chuté de 17% après l'annonce de la nouvelle. Les investisseurs sont effrayés. Ils y voient un signe de faiblesse. Le regard d'Arthur était froid. Les actions vont se redresser. Elles le font toujours. Préoccupez-vous des prévisions pour le 4e trimestre. Pas des ragots. C'est plus que des ragots. Carter insista un peu trop vivement. Cette serveuse, cette Isabelle Rossi, les médias la dépeignent comme une sainte de la classe ouvrière, et vous aussi. Il faut gérer cette histoire. Benjamin m'a dit que vous lui aviez offert une somme d'argent ridicule et qu'elle avait refusé. Le silence d'Arthur était sa confirmation. Vous voyez, cela vous fait paraître faible, coupable. Même Carter a continué. Nous devons contrôler ce récit. Mon équipe de relations publiques a un plan. Nous la faisons venir, lui donnons un poste symbolique dans la fondation caritative de l'entreprise, la présentons lors d'une conférence de presse. Nous faisons d'elle une réussite de Parker Innovation. Votre héroïne fait désormais partie de la famille. C'est parfait. Les yeux d'Arthur se sont plissés. Elle n'est pas un problème de relations publiques à gérer, Carter. C'est la femme qui m'a sauvé la vie. Vous la laisserez tranquille. L'ordre était catégorique, mais Carter était déjà en train de réfléchir. Son oncle était faible, sentimental. S'il ne pouvait pas contrôler la serveuse, il pourrait peut-être la discréditer, déterrer des ragots, raconter qu'elle était une opportuniste. Il ne laisserait pas une fille inconnue du Queens interférer avec son ascension vers le trône. La pression sur Izzy augmentait également d'un autre côté. Une élégante voiture noire était garée devant son immeuble depuis un jour. Finalement, le passager en sortit. Donovan Reed. Il l'interpella alors qu'elle sortait faire ses courses, avec son sourire toujours aussi raffiné et prédateur. Isabelle Rossi, dit-il en lui tendant la main. Donovan Reed, j'étais au gala. Ce que vous avez fait était vraiment remarquable. Izzy le regarda avec méfiance. Merci. Écoutez, je vais être direct, dit Reed en allant droit au but. Je sais qui est Arthur Parker. Il va essayer d'acheter votre silence, de vous submerger de gratitude afin de pouvoir contrôler l'histoire. J'ai une offre différente. Ma société, Reed Dynamics, lance une nouvelle initiative dans le domaine des technologies médicales. Nous recherchons une figure de proue pour notre programme de sensibilisation. Quelqu'un qui a une expérience du monde réel, quelqu'un d'authentique, quelqu'un comme vous. Nous égalerons l'offre de Parker, nous vous financerons vos études de médecine et nous vous donnerons une tribune pour faire réellement la différence. Izzy le fixa du regard. C'était la même offre, présentée sous un autre emballage. Elle n'était plus une personne, elle était une marchandise, un symbole à acheter et à vendre par des hommes puissants. D'abord Parker, puis les stratagèmes machiavéliques de Carter en matière de relations publiques, et maintenant la tentative transparente de Reed de l'utiliser comme une arme contre son rival. Elle était piégée dans un jeu joué par des rois. Le poids de la maladie de sa mère, le fardeau écrasant de ses principes et la pression incessante d'un monde qui l'avait soudainement découvert devenaient insupportables.
Debout sur un trottoir fissuré du Queens, elle sentait les murs se refermer sur elle. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas fuir et elle ne se laisserait pas acheter. Il ne lui restait qu'une seule voie. Elle devait affronter l'homme au centre de la tempête. L'aile VIP de l'hôpital Lenox Hill était un autre monde. Elle était silencieuse, recouverte de moquettes, avec un éclairage tamisé et des œuvres d'art abstraits de bon goût au mur. Elle ressemblait davantage à un hôtel de luxe qu'à un lieu de guérison. Pour Izzy, vêtue d'un simple jean et d'un pull usé, c'était comme pénétrer en territoire ennemi. Elle avait refusé les appels de Benjamin Carter, ignoré les messages de Donovan Reed et esquivé la presse. Elle était venue ici de son plein gré. Elle donna son nom à l'accueil et la réaction fut immédiate. Une infirmière expérimentée, au comportement calme, apparut. Mademoiselle Rosie Parker a donné des instructions. Veuillez me suivre. La chambre d'Arthur Parker était une suite d'angles, avec une vue panoramique sur la ville qu'il avait conquise. Mais l'homme allongé dans le lit n'avait rien d'un vainqueur. Le réseau de fils était toujours là, le bip rythmique du moniteur cardiaque rappelant constamment sa fragilité. Il était assis, un plateau de nourriture intact à côté de lui. Lorsqu'il vit Izzy, ses yeux bleus pâles, si impressionnants lors du gala, affichaient une expression différente, fatiguée, prudente et étonnamment curieuse. Mademoiselle Rosie, dit-il d'une voix rauque mais ferme, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Izzy resta debout près de la porte. Je ne suis pas ici pour vous remercier, Monsieur Parker, et je ne suis pas ici pour votre argent. Arthur inclina légèrement la tête. Benjamin m'a informé. Il m'a également informé de la raison que vous avez donnée, Vitamir Labs. Il prononça ce nom sans broncher, mais Izzy vit une lueur dans ses yeux, une douleur ancienne et profonde. Ma mère participait à leur essai clinique pour un médicament appelé NV34. Izzy parlait d'une voix basse et calme, animée par une colère légitime qu'elle réprimait depuis un an. Au début, elle faisait partie des cas de réussite, puis les effets secondaires ont commencé. Non seulement le médicament ne l'aidait pas, mais il attaquait son organisme. Il a accéléré son déclin. Les médecins ont parlé d'une cascade catastrophique. Votre entreprise les a rachetés. Vous avez acheté leurs recherches, leurs brevets et leurs échecs. Alors, quand vous m'offrez 2 millions de dollars, j'ai l'impression que vous essayez de mettre un prix sur ce que votre entreprise lui a pris, sur ce qu'elle m'a pris. Arthur écouta chaque mot, le visage impassible. Le bip du moniteur restait régulier, contrastant avec la tempête émotionnelle qui régnait dans la pièce. Quand elle eut terminé, un long silence s'installa entre eux. Je n'étais pas au courant des détails de l'essai NV34, a-t-il finalement déclaré d'une voix grave. Cette acquisition était l'une parmi des dizaines d'autres, un élément parmi d'autres, dans un tableau Excel examiné par mes collaborateurs. Ce n'est pas une excuse, c'est une erreur de ma part. La responsabilité m'incombe. Cette admission simple et directe a pris Izzy au dépourvu. Elle s'attendait à des dénégations, à du jargon juridique, à un rejet de la responsabilité. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il assume ses responsabilités. Le soir du gala, Arthur continua à la regarder, le regard perdu vers la fenêtre. Alors que je tombais, la dernière chose à laquelle j'ai pensé était « À quoi tout cela a-t-il servi? Toutes ces transactions, ces rivaux, ces chiffres qui grimpaient, j'ai bâti un empire matériel. » Mademoiselle Rosie et moi étions sur le point de mourir complètement seuls dans une pièce remplie de monde. Il la regarda à nouveau, les yeux dans les yeux. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie. Vous m'avez posé une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et puis vous êtes entré ici, un fantôme d'un passé dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et vous avez refusé mon argent par principe. Je me rends compte que j'ai désespérément besoin de comprendre les gens comme vous. » Avant qu'Izzy n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit et Benjamin Carter entra, tenant un mince dossier. Il s'arrêta net en voyant Izzy, mais Arthur lui fit signe d'entrer. « Benjamin, bien, tu l'as, Arthur. Cela peut peut-être attendre, dit l'avocat en jetant un regard nerveux à Izzy. Non, cela ne peut pas attendre, insista Arthur. Il désigna le dossier. Quand j'ai appris qui vous étiez, mademoiselle Rosie, j'ai demandé à Benjamin d'examiner plus en détail l'acquisition de Vitamir et de se renseigner sur vous, non pas pour trouver un moyen de pression, mais pour comprendre. Benjamin ouvrit le dossier à contre-cœur et tendit une feuille de papier à Arthur. C'était une copie de l'acte de naissance d'Izzy. Arthur la fixa, sa respiration devenant superficielle.
Le moniteur cardiaque se mit à biper un peu plus vite. Nom de la mère, lut-il à voix haute, la voix brisée. Sophia Rossi, dit-il en levant les yeux vers Easy, le visage empreint d'incrédulité et d'horreur naissante. Votre mère est Sophia Rossi? Oui, répondit Easy, déconcerté par sa réaction. Comment le savez-vous? La main d'Arthur tremblait tandis qu'il fouillait dans le tiroir de sa table de chevet. Il tâtonna un instant avant d'en sortir un portefeuille en cuir usé. D'un compartiment secret, il extrait une petite photo défraîchie dont les coins étaient adoucis par le temps. Il la tendit à Easy. Easy la prit avec hésitation. La photo représentait un jeune homme et une jeune femme debout sur une jetée ensoleillée. L'homme était sans aucun doute le jeune Arthur Parker. Ses cheveux étaient plus foncés, son visage sans rides, et il arborait un sourire sincère et détendu. La femme à ses côtés, la tête posée sur son épaule, était radieuse. Elle avait une cascade de boucles brunes et un rire qui semblait résonner depuis la vieille photo elle-même. Easy eut le souffle coupé. Elle connaissait ce visage aussi bien que le sien. C'était sa mère, Sophia. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip frénétique et accéléré du moniteur cardiaque. Easy regarda la photo de la jeune femme heureuse, puis le vieil homme brisé dans son lit. Et elle pensa à la mère qu'elle venait de quitter à l'hospice, perdue dans le brouillard de la mémoire. Les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence commencèrent à s'assembler avec une force dévastatrice et impossible. L'histoire que sa mère murmurait parfois à propos d'un homme qui sentait la mer. Le fait qu'elle n'ait jamais parlé du père d'Izzy. Arthur Parker, le milliardaire dont elle avait sauvé la vie, le magnat dont l'entreprise avait détruit la santé de sa mère, la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Sophia », murmura-t-il, la voix étranglée par un chagrin vieux de 26 ans. « Je l'ai cherchée pendant des années. Elle a tout simplement disparu. » Il regarda Easy, les yeux écarquillés, avec une question qu'il était trop terrifié pour poser. « Ton père? Elle ne t'a jamais parlé de lui. Elle ne m'a jamais rien dit? » murmura Easy en retour, son monde basculant sur son axe. « Je n'ai pas de père. » Le bip du moniteur se transforma en une alarme stridente et régulière tandis qu'Arthur Parker, pour la deuxième fois en une semaine, faisait face à une vérité que son cœur pouvait à peine supporter. Il regardait sa fille. L'alarme stridente du moniteur cardiaque fit sursauter tout le monde dans la pièce. Une infirmière se précipita, le visage empreint d'inquiétude. « Monsieur Parker, votre rythme cardiaque est dangereusement élevé. Vous devez vous calmer. Je vais bien, » répondit Arthur d'une voix rauque, lui faisant signe de partir, les yeux rivés sur le visage d'Izzy. « Laissez-nous. » L'infirmière hésita, jetant un coup d'œil aux chiffres affolants sur l'écran, mais l'autorité brute dans sa voix était indéniable. Elle recula et ferma doucement la porte. Le silence qui revint était plus lourd, plus profond qu'auparavant. Il était chargé du poids d'une histoire tacite, d'une vie brisée et d'un lien qui avait été nié. Izzy s'enfonça dans le fauteuil où elle avait auparavant refusé la photo défraîchie, toujours serrée dans sa main tremblante. La femme souriante sur la jetée et la femme frêle et perdue dans l'hospice étaient les deux moitiés d'une vie déchirée. Et cet homme, cet étranger puissant et brisé, était le chaînon manquant. « Racontez-moi, » dit Izzy d'une voix à peine audible. « Racontez-moi tout. » Et Arthur Parker se mit à raconter son histoire, une confession qu'il avait gardée secrète pendant plus d'un quart de siècle. Il parla d'un été à Montauk, bien avant qu'il ne devienne un magnat de l'industrie. Il n'était alors qu'Arthur, un jeune homme ambitieux, mais avec un cœur qui lui appartenait encore. Il travaillait pendant l'été sur les quais, essayant d'échapper aux attentes étouffantes de son père autoritaire, un patriarche impitoyable qui avait bâti la première version de la fortune des Parker. Sophia Rossi était une artiste locale qui travaillait comme serveuse pour joindre les deux bouts. Elle était pleine de vie et d'une joie de vivre qui contrastait avec le monde froid et calculateur d'Arthur. Ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre, dans un tourbillon de feux de joie sur la plage et de moments volés sur la jetée. Il lui parla de ses rêves. Elle lui apprit à voir les couleurs et la beauté du monde. Pendant 3 mois, il fut vraiment heureux. « J'allais tout abandonner pour elle », dit Arthur d'une voix pleine de regret. « L'entreprise, mon héritage, l'approbation de mon père. J'allais lui demander de m'épouser. Mais son père, William Parker, l'a découvert. Il voyait Sophia comme une menace, une roturière qui affaiblirait le pouvoir de la famille et détournerait l'attention de son héritier. Il a confronté Arthur, lui donnant un ultimatum.
rompre avec la jeune fille ou être renié, complètement déshérité et se retrouver sans rien. Arthur Young, croyant bêtement pouvoir raisonner son père, a refusé. C'est alors que William Parker a joué sa carte la plus cruelle. Il intercepta une lettre qu'Arthur avait écrite à Sophia et falsifia une réponse. Une lettre brutale et froide, prétendument écrite par Sophia, disant qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, que leur romance estivale n'était qu'une aventure. Elle disait qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Brisé et humilié, croyant que la femme qu'il aimait l'avait trahi, Arthur retourna à New York, se plongea dans les affaires familiales et ferma son cœur à jamais. Il devint l'homme impitoyable que le monde connaissait. Un homme construit sur les fondations d'un seul mensonge dévastateur. « Je n'ai jamais cessé de la chercher », murmura-t-il, les larmes traçant des sillons sur son visage. « J'ai engagé des détectives privés des années plus tard, après la mort de mon père. Mais elle avait disparu. C'était comme si Sophia Rossi n'avait jamais existé. Maintenant, il savait pourquoi. Elle s'était cachée, protégeant son enfant de la famille qui l'avait si cruellement rejeté. Tout s'expliquait pour Izzy. La profonde tristesse de sa mère, son indépendance farouche, son refus de parler du passé. Ce n'était pas de l'amertume, c'était un bouclier et Vitam Labs. Izzy posa la dernière question douloureuse du puzzle. Le visage d'Arthur se déforma sous l'effet d'une nouvelle vague de souffrance. Après la mort de mon père, j'ai découvert toute l'étendue de ses manipulations dans les affaires, les vies qu'il avait ruinées. J'ai créé une branche d'investissement discrète, un moyen de financer des projets qui, selon moi, pourraient me faire du bien et expier ses péchés. J'ai été attiré par Vitameyer parce que leur chercheur principal travaillait sur un remède contre une maladie neurologique rare, la même dont souffrait ma mère, la femme de William. Je les ai financés pour essayer de guérir la maladie qui a emporté ma propre mère, sans jamais imaginer que leurs travaux seraient un jour utilisés sur Sophia. L'ironie était stupéfiante. Une tragédie aux proportions grecques en essayant d'expier les péchés de son père. Il en avait involontairement infligé une nouvelle à la seule femme qu'il ait jamais aimée. Ce n'était pas un monstre. C'était un homme piégé dans une histoire écrite par un fantôme. Leur moment partagé de découverte crue et douloureuse fut interrompu par la vibration silencieuse du téléphone de Benjamin Carter. Il jeta un coup d'œil à l'écran, le visage assombri. « Arthur, je m'excuse de vous interrompre, mais vous devez voir ça », dit l'avocat d'une voix grave. Il tendit le téléphone à Arthur. C'était un article publié quelques minutes plus tôt sur un blog People financier notoire. Le titre criait « Carter, l'héritier présomptif de Parker. Parker en pourparlers secret avec Reed. Dynamique pour une prise de contrôle hostile. Des sources affirment que la santé d'Arthur Parker est gravement compromise. » L'article détaillait comment Carter, le neveu d'Arthur, convaincu que son oncle était incapable d'agir et que sa réputation était ternie, avait conclu un pacte secret avec Donovan Reed. Il prévoyait de divulguer des informations compromettantes sur Parker Innovations, notamment une version fortement déformée de l'échec des essais cliniques du médicament Vitamir, afin de faire chuter le cours de l'action. Avec le soutien de Reed, Carter mènerait alors une révolte des actionnaires et prendrait le contrôle de la société, qu'ils se partageraient entre eux. La trahison était rapide et absolue. Alors qu'Arthur luttait pour sa vie et affrontait les fantômes de son passé, les chacals tournaient autour de lui, prêts à réduire à néant l'œuvre de sa vie. Son propre sang, son neveu, menait la charge. Arthur regarda le téléphone, puis Izzy. Il voyait non seulement la fille qu'il n'avait jamais connue, mais aussi la seule personne au monde en qui il pouvait désormais avoir confiance. La lassitude dans ses yeux fit place à une lueur familière. Ils avaient essayé de l'enterrer. Ils avaient confondu son moment de vulnérabilité avec de la faiblesse. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Et ils ne savaient pas que la dynastie Parker, qu'ils croyaient en voie de disparition, venait de trouver son véritable héritier. La nouvelle de la trahison de Carter Parker agit comme un puissant stimulant. L'homme frêle et réfléchi dans son lit d'hôpital avait disparu, remplacé par le redoutable stratège qui avait bâti un empire. La bataille pour son entreprise était un langage qu'Arthur comprenait parfaitement, et il ne perdrait pas. Pas maintenant. Pas alors qu'il venait de trouver une cause qui valait la peine d'être défendue, au-delà des bilans financiers et des cours boursiers. Benjamin Arthur dit d'une voix qui résonnait de son ancienne autorité. Convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Accès à distance. Je participerai depuis ici et fais-moi venir notre responsable de la communication, Jennifer.
Au cours des heures qui suivirent, Izzy regarda avec admiration son père, un homme qu'elle venait de rencontrer, démanteler ses ennemis avec une précision chirurgicale. Il maniait le téléphone comme un chef d'orchestre, sa voix faible devenant plus forte à chaque ordre décisif. Il tira parti de ses relations avec les membres loyaux du conseil d'administration, dévança les mouvements de Carter et élabora des stratégies avec son équipe juridique. Il était un général mobilisant ses forces pour la guerre. Mais son coup de maître n'était pas d'ordre financier. Il était d'ordre humain. Jennifer, dit-il à sa responsable de la communication au téléphone, annulez le communiqué de presse concernant ma santé. Nous tiendrons une conférence de presse complète demain matin, et je ne serai pas le seul à prendre la parole. Il regarda Izzy droit dans les yeux. Papa, Arthur, je ne sais pas comment t'appeler, Izzy, commença-t-elle, la tête lui tournant. Je ne peux pas. Je ne fais pas partie de ton monde. Tu es la seule partie de mon monde qui compte encore, dit-il d'une voix plus douce. Carter et Reed essaient d'utiliser la tragédie de ta mère comme une arme contre moi. Ils veulent en faire passer Parker Innovations pour un méchant. La seule façon de combattre un mensonge, c'est avec la vérité. Notre vérité. La conférence de presse fut un véritable cirque médiatique. Elle se tint dans l'auditorium de l'hôpital, bondé de journalistes et d'équipes de télévision, tous s'attendant à entendre une histoire de coups bas au sein de l'entreprise et de santé défaillante du PDG. Ils obtinrent quelque chose de tout à fait différent. Arthur Parker apparut via une retransmission vidéo en direct depuis sa chambre d'hôpital. Il avait l'air fatigué, mais résolu. Il a commencé par reconnaître la tentative de prise de contrôle hostile, confirmant les rumeurs de trahison de son neveu. Il a expliqué avec une clarté brutale comment il avait déjà contré leur manœuvre, s'assurant la loyauté du conseil d'administration et protégeant les actifs de l'entreprise. Donovan Reed et Carter Parker étaient finis avant même d'avoir commencé. Puis l'histoire a changé, mais cette attaque contre mon entreprise reposait sur un mensonge, a annoncé Arthur d'une voix qui résonnait dans l'auditorium stupéfait. Un mensonge concernant une entreprise appelée Vitamere Labs et l'échec tragique d'un de ses essais cliniques. Pour vous dire la vérité à ce sujet, je dois vous présenter quelqu'un. La caméra passa à un deuxième écran. On y voyait Isabelle Rossi, assise non pas dans l'auditorium, mais dans une pièce calme et confortable. À côté d'elle, appuyée sur des oreillers, elle semblait plus lucide qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Grâce à une nouvelle équipe de spécialistes, Arthur avait pris l'avion pendant la nuit. Était sa mère, Sophia. Izzy, d'une voix claire et posée, raconta son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que fille. Elle parla de la maladie de sa mère, de son propre rêve abandonné de devenir médecin et de l'impact dévastateur de l'échec de l'essai clinique. Les journalistes écoutaient, captivés. C'était le coût humain que Carter et Reed avaient prévu d'exploiter. Puis Arthur réapparut à l'écran. Ce que les hommes qui ont tenté de détruire mon entreprise ignoraient, dit-il d'une voix chargée d'émotion, c'est que la femme dont ils cherchaient à exploiter la souffrance pour leur propre profit, Sophia Rossi, est le grand amour de ma vie et la jeune femme courageuse qui m'a sauvé la vie lors du gala. La femme qu'ils ont tenté d'acheter et de manipuler, Isabelle Rossi, est ma fille. Une vague de choc déferla dans la salle. L'histoire ne portait plus sur un rachat d'entreprise. C'était une paga sur un amour perdu, un enfant secret et des retrouvailles bouleversantes. Arthur a ensuite annoncé la création de la fondation Sophia Rossi, dotée d'une somme colossale de 5 milliards de dollars provenant de sa fortune personnelle. Sa mission était double: fournir les meilleurs soins possibles à tous les patients ayant subi les effets négatifs de l'essai Vitam et financer des recherches transparentes, éthiques et révolutionnaires sur les troubles neurologiques. Il a également annoncé qui en serait le futur directeur. La fondation sera dirigée, déclara-t-il en regardant droit dans la caméra, par sa nouvelle conseillère médicale en chef, qui sortira bientôt diplômée de la faculté de médecine Johns Hopkins, où elle étudiera grâce à une bourse d'études complète. Ma fille, le Dr. Isabelle Rossi Parker. Au final, l'Empire Parker n'était pas seulement sauvé, il renaissait. Carter fut banni de l'entreprise et de la famille, devenu un paria dans le monde qu'il voulait tant conquérir. La réputation de Donovan Reed a été ruinée, ses tactiques prédatrices exposées au monde entier. La vie d'Izzy a changé, mais pas pour devenir l'existence vide d'une mondaine qu'elle aurait pu redouter. Ses journées sont devenues un mélange d'ancien et de nouveau,
Elle a passé de précieux moments lucides avec sa mère, dont l'état était désormais pris en charge par les meilleurs médecins du monde, apportant une certaine paix et un certain réconfort à son dernier chapitre. Elle passait également du temps avec son père, tous deux tentant timidement et maladroitement de combler 26 ans de silence. Ils étaient des étrangers partageant un passé commun, retrouvant le chemin l'un vers l'autre, une conversation à la fois. Fidèle à sa parole, Arthur finança son retour à la faculté de médecine. Elle n'était plus seulement une étudiante. Elle était une femme avec une mission. La serveuse apathique et invisible avait disparu, remplacée par une future leader dans le domaine de la médecine, animée par un profond désir personnel. Elle allait utiliser le pouvoir et les ressources du nom Parker, non pas pour le profit ou le prestige, mais pour soigner, réparer ce qui était brisé et faire en sorte que personne d'autre ne souffre comme sa mère avait souffert. Son geste courageux lors du gala n'avait pas seulement sauvé la vie d'un homme. Il avait racheté son âme, réparé une injustice historique et l'avait mise sur la voie qui lui permettrait de sauver des milliers d'autres personnes. L'effondrement du milliardaire n'était pas une fin, mais un commencement pour eux deux. Et c'est ainsi qu'un moment de chaos dans une salle de bal scintillante est devenu une histoire de rédemption, de retrouvailles et de renaissance. Isabelle Rossi. La serveuse invisible a prouvé que le véritable pouvoir ne se mesure pas en dollars, mais en courage et en compassion. Arthur Parker, le roi solitaire de son château corporatif, a découvert que le plus grand trésor qu'il ait jamais possédé était la fille dont il ignorait l'existence. Leur histoire nous rappelle que sous la surface de nos vies ordinaires, des liens extraordinaires atteignent d'être découverts et qu'un seul acte de bravoure peut tout changer. Elle montre que même les familles les plus brisées peuvent trouver un moyen de guérir et que nos plus grandes tragédies peuvent parfois nous mener à notre véritable raison d'être. Si cette histoire de courage et de destin vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur «J'aime» et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les héros sont partout autour de nous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine incroyable histoire vraie. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.